Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous en cette fin d'après-midi. Je me présente, je m'appelle Christophe Jousseau-Dubien, je suis directeur au CEA, directeur d'un institut de recherche sur l'économie circulaire des énergies bas carbone. Et donc en tant que membre du CEA et co-organisateur de cette conférence FIT, j'ai le très grand plaisir de pouvoir lancer cette 3e édition. Alors, je ne vais pas être long, on est déjà un petit peu en retard, mais on a laissé un maximum de chance à tout le monde de rejoindre. Je vais juste dire 2 mots, et les 2 premiers, c'est forcément dans cet exercice d'abord de remercier l'Université de Montpellier, et tout particulièrement Montpellier Management et puis la Maison des étudiants, de nous accueillir dans ces locaux. Je voudrais aussi, finalement, peut-être que vous ne le voyez pas, mais vous allez devoir me croire, au nombre d'inscrits sur le site internet. J'aurais envie de dire que, alors peut-être pas ce soir tout de suite, mais le FIT est un vrai succès. On a eu beaucoup d'inscriptions, j'en suis ravi. Et donc du coup, je vais pouvoir remercier aussi de tous ceux qui ont fortement contribué à co-organiser cet événement. Alors bien sûr, je pense à nos partenaires comme la région Occitanie et le BRGM, mais je pense aussi à tous les bénévoles qui ont bien voulu donner un peu de leur temps et qui ont bien voulu mettre la main à la pâte. J'en profite pour remercier Thibaut Delahaye, Yannick Gomez, donc des équipes du CEA Lisec, qui ont aussi beaucoup travaillé depuis de nombreux mois pour arriver à bâtir ce programme que je trouve forcément très alléchant. Et je terminerai en disant, pour nous au CEA, on est opérateur de recherche, on est particulièrement investi sur les enjeux de la transition énergie-climat. Et à ce titre, on est convaincu que nous avons besoin de discuter avec toutes les parties prenantes, que ce soit dans les sciences. Alors bien sûr, moi je représente plutôt les sciences exactes, les sciences dures, notamment la chimie, mais on a besoin d'avoir une discussion avec les autres parties des sciences, et notamment les sciences humaines et sociales, et aussi une discussion avec toutes les parties prenantes de la société, puisque nous avons envie finalement de proposer des solutions nouvelles pour nos sociétés en France, bien sûr, en région Occitanie, ça va de soi, mais au-delà de l'Occitanie, de la France et de l'Europe. Et je crois que c'est à travers ce genre de forum où nous sommes capables de débattre, d'échanger les idées, que nous serons plus à même tous de proposer des solutions les plus adaptées aux grands enjeux auxquels nous faisons tous face. En tout cas, merci à tous d'être venus et je vais peut-être céder la parole à Sarah Mussol qui m'accompagne pour ses mots d'introduction avant la première conférence. Vous êtes plus grand que moi. Donc bonsoir, bienvenue à MoMA. Merci à toutes et à tous d'être là pour cette manifestation scientifique. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous accueillir sur de telles manifestations, surtout lorsqu'elles rejoignent vraiment les valeurs qu'on veut porter à MoMA, notamment d'esprit critique, d'éthique, mais aussi d'innovation, parce qu'au vu du programme, je pense qu'il y a beaucoup de sujets autour de l'innovation. Je crois que lorsqu'on fait le constat du nombre de limites planétaires qu'on a dépassées, on peut être pris un peu comme moi d'éco-anxiété, ou on peut penser qu'il est temps d'agir et de penser surtout collectivement. Et je pense que ces temps forts où on va pouvoir débattre, échanger et essayer de créer un nouveau modèle économique, social sont assez essentiels. C'est aussi essentiel que des universités et des établissements d'enseignement supérieur accueillent ces manifestations, parce que la transition se passe aussi à l'université. À un moment, on est convaincu qu'il y a vraiment une transformation en profondeur de nos établissements à faire. Nous, on enseigne la gestion, et la gestion doit aussi repenser la manière de former les futurs managers responsables. Je vois dans la salle les responsables du Master MTech qui permettent de former justement ces managers de la transition, mais de manière plus large. À l'université, on croit en l'idée de former tous les étudiants au métier de demain et à un autre monde finalement possible. Donc par la richesse du programme, des thématiques qu'on peut voir dans ce programme, par les intervenants aussi, je pense que le FIT va permettre aussi d'imaginer tout ça. Et pour tout cela, je vous remercie pour cette organisation, et surtout je vous souhaite un beau forum et une belle soirée.
Alors, nous allons avoir la chance d'accueillir David Chaval-Arias. Donc, David Chaval-Arias est un mathématicien et écrivain également, français. Il est directeur de recherche au CNRS et au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'École des hautes études sociales. Il est également directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. Et donc, s'il est parmi nous ce soir, c'est pour nous parler d'un sujet passionnant. Il a publié en 2022 un ouvrage qui a marqué pas mal d'esprits, qui s'appelait Toxic Data, et qui était un essai analysant le rôle majeur des réseaux sociaux en matière d'influence à des fins politiques, notamment en France. Donc, il va nous présenter ses travaux. Moi, j'ai eu la chance de déjà assister à sa présentation à Nantes, et c'est vraiment quelque chose de passionnant, et on est ravis de pouvoir commencer par cette conférence pour l'ouverture du FIT. Voilà. Donc, David, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content de participer au FIT. Je vais juste mettre un petit chrono pour pas rater l'heure. Voilà. Donc, je vais vous présenter des travaux qu'on mène à l'EHESS et à l'Institut des systèmes complexes. Il y a toute une équipe que je remercierai évidemment à la fin. On va parler de dynamique collective en ligne, désinformation, circulation d'informations. Mais déjà, on va commencer par un constat hors ligne. Alors, le constat hors ligne, c'est que entre 2021 et 2022, contrairement à toute attente, puisque il y a eu un climat extrêmement chaud cette année-là, le climatodénialisme, c'est-à-dire la proportion des Français qui ne croient pas à l'origine anthropique du réchauffement climatique, a augmenté de 8%. On est passé de 29% à 37%. Donc ça c'est assez étonnant. On aurait pu s'attendre au contraire. Et donc là, on va un petit peu regarder ce qui s'est passé en ligne à cette époque-là, et même depuis. Alors, dans un premier temps, on pourrait penser à la désinformation. Peut-être que ces personnes qui ne croient pas à l'origine anthropique du réchauffement climatique ont été désinformées, notamment en ligne. Alors, si on regarde, par exemple, si on reprend l'ensemble des analyses de l'AFP Factuel qui analysent la désinformation en ligne sur plusieurs années, et qu'on cartographie là, par exemple, sur 4 ans, les grands thèmes de désinformation qui circulent sur Internet, vous pouvez faire cette carte-là. Donc ça, c'est une carte sémantique. Chaque point est un concept qui a été extrait de ces fiches-là. Les liens, c'est quand les fiches font des liens entre les concepts. Et en fait, ce que l'on voit apparaître, c'est les grands domaines de désinformation. Donc la vaccination, l'information, la désinformation liée à la politique intérieure. Et ici, vous voyez tout un continent sur la désinformation climatique. Ça, c'est toute la recensement sur à peu près 4000 fiches de désinformation en anglais. Et si vous regardez en français, vous avez exactement la même chose. Vous avez tout un terrain de désinformation climatique. Donc, il y a en continu de la désinformation climatique, notamment, par exemple, sur les énergies renouvelables, les éoliennes, la neutralité carbone, etc. Et si on regarde dans le temps, c'est-à-dire quand est-ce que se sont effectuées ces campagnes de désinformation, toujours sur la base de ces vérifications de l'AFP Factuel, on peut avoir ce type de visualisation. Donc là, le temps coule de haut vers le bas, donc de 2021 à 2023. Et chaque petite bulle ici, c'est une campagne ou une série de campagnes de désinformation à une semaine donnée. Et donc là, vous voyez que les campagnes s'organisent en fait en grands thèmes. Et là, vous avez sur les vaccins. Et là, vous avez la désinformation climatique qui est devenue très forte fin 2021 et qui après est restée sans discontinuer à un assez haut niveau. Ici, vous avez bien sûr les plus grandes tendances. En tout cas, vous voyez que là, en permanence, il y a de la désinformation climatique. Donc ça, c'est pour un petit peu les thèmes générale des informations et voir que le climat, effectivement, est une cible privilégiée des informations. Alors, maintenant, on va essayer de regarder comment ce genre de choses circulent en ligne, pas forcément que la désinformation d'ailleurs, hein, juste comment s'articulent les forces en présence à propos du débat climatique. Et pour cela, je vais m'appuyer sur la plateforme Climatoscope qu'on a développée à l'Institut des systèmes complexes, qui a fait une veille sur Twitter depuis 2015 jusqu'à 2023, quand Elon Musk a décidé de fermer tous les accès aux académiques à cette plateforme. Mais en tout cas, pendant plusieurs années, quotidiennement, on récoltait plusieurs dizaines de milliers de tweets, donc entre 500 000 et 2 millions par semaine. Et pour vous donner une idée, entre 2021 et 2023, si on regarde l'activité, je vais vous montrer comment on le fait, des comptes et qu'on essaie de les classifier entre
pro-climat d'un côté, donc en gros qui acceptent les constats du GIEC, et puis climato-dénialistes ou climato-sceptiques de l'autre, on a 50 millions de tweets pro-climat pour 1 million de comptes, et côté dénialiste, on a 20 millions de tweets dénialistes pour 330 000 comptes. Donc ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur, l'étendue de cette veille qui est au niveau mondial, mais plutôt centrée sur les messages anglophones et francophones. Alors, pour vous donner un peu une idée de ce paysage international, je vais vous passer une petite vidéo. Ici, vous avez une reconstruction, d'une certaine manière, des débats sur le changement climatique. Chaque point est un compte Twitter. Je vais baisser un petit peu. Chaque point est un compte Twitter. Il y a des liens entre les comptes Twitter quand ils échangent de l'information, quand ils se relaient de l'information. Et quand vous regardez ça au niveau mondial, vous voyez qu'il y a des grands groupes qui se forment. Ici, c'est les pro-climat. Là, c'est les climato-dénialistes. Dans les climato-dénialistes, il y a un peu de tout, mais par exemple, MAGA, c'est Make America Great Again, donc c'est les Américains. Et donc, vous avez comme ça, en permanence, en fait, deux grands blocs qui s'affrontent en ligne et qui diffusent des informations qui sont évidemment pas compatibles entre elles. Donc ici, chaque pulsation, c'est à peu près une semaine. Donc ça, c'est le débat au niveau mondial. Si pour vous expliquer un petit peu comment on analyse ce débat, donc très rapidement, pour vous donner un sentiment de comment on analyse les données de Twitter, si par exemple vous avez quelqu'un comme Greta Thunberg qui dit quelque chose, un message, et qui est reçu donc par quelqu'un qui s'est abonné à Greta Thunberg sur Twitter, mais les mêmes méthodes s'appliquent à tous les autres réseaux sociaux, et que cette personne-là décide de le relayer parce qu'elle trouve ce message intéressant, donc on le relaie sans modification, juste le partage avec ses amis, eh bien ça c'est vraiment la donnée de base que l'on observe. Si vous observez ça suffisamment longtemps, à ce moment-là, vous pouvez voir que eh bien, il commence à y avoir des zones denses. C'est-à-dire que vous avez des groupes de comptes qui vont échanger beaucoup d'informations entre eux, ou relayer les uns les autres de manière très fréquente, et beaucoup moins avec le reste du réseau, comme ces trois ici, par rapport à celui-là. En fait, c'est un peu comme dans une cour de récré. Si vous observez la cour de récré, vous voyez les gamins qui discutent ensemble. Eh bien, ceux qui discutent ensemble souvent, en général, c'est les copains. Donc, comme ça, on peut après faire tourner des algorithmes mathématiques informatiques pour identifier automatiquement, à partir des échanges, du graphe d'échange que vous avez montré tout à l'heure, les groupes de copains qui, en fait, sont les comptes qui sont alignés idéologiquement. Ça, on peut le vérifier. Ça marche très bien. Et si vous faites ça au niveau mondial pour les débats sur le climat, vous observez ce genre de paysage qui est un peu la même chose que tout à l'heure, juste avec un code couleur différent. Donc à gauche, vous avez ceux qui acceptent le constat du GIEC et qui militent un petit peu pour changement climatique, les mesures, etc. Et à droite, vous avez les dénialistes. Cet espace-là s'organise en sous-espaces, qui sont ici des nuances de bleu et des nuances de rouge, qui en fait sont soit des sous-espaces géographiques, comme par exemple en bas vous avez les Américains, ici vous avez l'Allemagne, là vous avez la France, etc. Soit des sous-espaces de militantisme, donc par exemple au cœur vous avez toutes les associations non gouvernementales de lutte contre le climat, Greenpeace, etc., plus les grands médias, etc. À droite, côté climato-dénialiste, vous avez un espace un petit peu plus cohésif, mais avec comme grand morceau tous les pro-Trump et les ultra-pro-Trump ici. Ici, tout un ensemble qui est plutôt lié au lobby, souvent lié au lobby tech, énergétique ou fossile. Et puis ici, donc, un espace dédié à la France. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cet espace-là, donc les climato-dénialistes français, sont apparus assez tard. Nous, on observe ça depuis 2015. Il y a toujours eu des dénialistes en France, je veux dire en ligne, dans l'espace numérique français, mais ils n'étaient pas hyper structurés. Ils se sont très structurés précisément à l'automne 2021. Et donc, c'est ce qu'on documente dans l'étude qui s'appelle « Les nouveaux fronts du climato-dénialisme ». Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on a pu comprendre à propos de cette nouvelle vague de climato-dénialisme qui est en fait mondiale, mais qui a été particulièrement virulente en France, donc avec, comme on l'a vu tout à l'heure, plus 8%, y compris dans l'opinion publique hors ligne. Alors, si on zoome sur la structure de l'espace français, donc idéologique français, sur les débats sur le climat. Donc je vais prendre les comptes qui sont là et là, j'ai à peu près, 30 000, 45 000 comptes. Je zoome, j'obtiens cette structure-là.
L'espace français est intéressant, il est un peu moins bipolaire que les autres espaces internationaux. Il est composé de la manière suivante. Donc ici, vous avez les relais, le GIEC et ses relais, donc en bleu un peu foncé. Juste en dessous, vous avez les pro-climat, mais plutôt de gauche ou très pro-sobriété. Vous avez les médias collés qui relaient l'information du GIEC. Au-dessus, vous avez le gouvernement, donc avec ses équipes numériques, ses relais numériques. Puis, vous avez ce qu'on pourrait appeler les technosolutionnistes ou les techno-optimistes. On va le détailler tout à l'heure. En tout cas, c'est un groupe qui accepte évidemment l'hypothèse d'un réchauffement climatique d'origine anthropique, mais qui est plutôt versé sur les solutions avec des énergies, par exemple comme le nucléaire, etc., qui est moins alarmiste que ce groupe-là et qui pense que, pour beaucoup, on ne fait pas de généralité, mais en gros, c'est les grands thèmes, que la sobriété n'est pas forcément nécessaire, voire une priorité. Et puis, vous avez ici les climato-dénialistes, donc, qui se sont structurés récemment. Alors, je peux vous montrer ça en film. Ça, c'est la même chose. Ici, chaque pulsation, c'est à peu près une semaine. Vous retrouverez tous ces films en ligne, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est des espaces assez dynamiques. Il y a des gens qui rentrent dans le débat, d'autres qui ressortent, mais avec des structures assez stables. Là, ici, on est en 2021, mars 2021. Donc, vous voyez, il y a assez peu de climato-dénialistes ici. C'est très peu structuré. Par contre, côté pro-climat ou technosolutionnistes ou gouvernement, là, il y a toujours du monde. C'est assez vivant. Et je vais avancer un petit peu dans la vidéo parce que là, on a 2 ans d'évolution. Mais si je vais ici, par exemple, en février 2022, donc là, on est juste avant le début de la guerre en Ukraine. Toujours, les climato-dénialistes sont assez peu là. Puis en plus, on retrouve des thèmes plutôt contre l'Europe. Donc en fait, on va nier les mesures climatiques de l'Europe et de cette manière, on va être un peu climato-dénialiste. Ici, vous voyez, il y a un compte qui s'appelle Elpis, qu'on va voir tout à l'heure un peu plus en détail, qui vient d'arriver et qui va commencer à fédérer le climato-dénialisme de l'été 2022. Là, on est en avril. La guerre de l'Ukraine commence à battre son plein. On commence à se poser des questions sur l'énergie, le fait qu'on va couper les ressources de pétrole avec la Russie, etc. On arrive en mai. Et on a tout ce petit monde-là, vous allez voir. D'un coup, ça va se structurer à partir de juillet. Donc là, dans quelques semaines. Juste la musique, en fait, reflète les données. C'est une musique qui est générée directement par les données. Donc là, vous voyez le groupe climato-sceptique se structurer. Une grosse explosion en juillet 2022 qu'on va analyser tout à l'heure. Et le climato-scepticisme qui se structure en ligne. L'autre côté qui se structure un peu parce que c'est l'été, donc on va parler beaucoup du climat, etc. Mais après, en fait, ce groupe-là va rester très très fort, alors que de l'autre côté, ça va plutôt s'atténuer. Vous retrouvez cette vidéo en ligne, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'explosion du climato-dénialisme. Et si on change un petit peu le code couleur, juste pour y voir un peu mieux entre les liens, entre ces différentes composantes. Ici, la couleur d'un lien, c'est qui prend son info où, donc par exemple les climato-dénialistes ici prennent de l'information par ici, ce groupe-là va prendre de l'information auprès des médias, le gouvernement auprès de ce groupe-là technosolutionniste et des médias, et puis donc ce groupe-là auprès des médias et du GIEC, etc. Donc le GIEC ici, il y a un hub d'information évidemment. Donc là on voit la structure en fait de la circulation d'informations, et si on zoome et après on viendra aux climato-dénialistes, mais si on zoome sur les 2 grandes communautés qui sont pro-climat, et qu'on essaye de voir un petit peu les différentes lignes de fracture, il y a des questions de désaccord sur l'urgence d'agir. Est-ce qu'il faut agir tout de suite? Est-ce que c'est vraiment très urgent ou est-ce qu'on est trop alarmiste? Est-ce que la sobriété est nécessaire ou est-ce qu'il y a d'autres manières de voir la sobriété? Est-ce que à court terme ou à long terme, c'est des débats différents, le nucléaire est une solution envisageable? Donc certains sont très contre, d'autres disent que c'est indispensable, etc. Et puis, est-ce que les énergies renouvelables peuvent être suffisantes ou est-ce qu'il faut un mix énergétique avec des choses comme le nucléaire? Donc ça, c'est vraiment les lignes de fracture sur lesquelles les personnes de cette communauté-là s'affrontent, avec beaucoup de commentaires parfois hostiles. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est de savoir si le camp d'en face est fréquentable. Et en fait, ça crée une certaine brouille vis-à-vis des citoyens qui, en fait, est largement récupérée par les climato-sceptiques, puisqu'ils récupèrent des arguments du camp de l'un ou des autres pour les discréditer, les discours des uns et des autres.
Alors maintenant, si on regarde l'évolution du rapport de force sur Twitter, puisque donc c'était notre terrain d'observation jusqu'à récemment, donc Twitter, c'est évidemment pas le monde entier ni la France entière, mais il y a énormément d'influenceurs qui, jusqu'à assez récemment, étaient sur Twitter, tous les politiques qui faisaient campagne, les ONG, etc. Et c'était une bonne fenêtre, en fait, pour essayer de voir quels étaient les thèmes des débats, comment ça se structurait et comment ils évoluaient en termes de puissance et d'activité. C'est-à-dire que même si l'activité absolue était biaisée, puisque on est sur un réseau social non représentatif, quand vous regardez l'évolution, ça vous donne quand même des idées. Donc ici, vous avez l'évolution des deux grands groupes. C'est les deux grands groupes que je vous ai montrés tout à l'heure. D'un côté, les pro-climat, de l'autre côté, les climato-dénialistes au niveau mondial. Avec ici, jour par jour, le nombre ici de pro-climat et le nombre de climato-dénialistes ou climato-sceptiques. Alors vous voyez qu'il y a des grandes variabilités, puisqu'il y a parfois il y a des forêts, des feux de forêt, parfois il y a des événements, des COP, etc. Mais que de manière générale, le climato-dénialisme monte de manière à peu près constante, avec une très nette accélération à cet été 2022. Donc là, on est au niveau mondial. Donc à l'été 2022, accélération et qui est restée constante, alors que les autres étés, on a des accélérations suivies d'une décélération. Et puis, vous voyez que lors des grands événements, comme par exemple la COP, les étés, etc., vous avez évidemment un accroissement d'activité. Mais ce qui est intéressant, donc, ce qu'on va voir, c'est que ici, donc à partir de février-mars 2022, ce qu'on a vu tout à l'heure en France et ce qui en fait est généralisé, il y a une très nette augmentation de l'activité des climato-sceptiques en ligne. Et un autre phénomène, à partir du moment où Elon Musk rachète Twitter, une grande partie des pro-climat fuient Twitter parce que c'est devenu un environnement extrêmement toxique. Je ne détaillerai pas, mais on pourra en discuter ou vous pouvez voir ça dans d'autres articles. Et du coup, si vous prenez un compte au hasard sur Twitter, juste après, 3 mois après la prise de pouvoir de Musk, vous avez une chance sur 2 de tomber sur un tweet climato-sceptique. Parce qu'en fait, là, c'est encore plus biaisé qu'ailleurs. Et donc, on a vraiment un phénomène de fuite de ce réseau social. Donc là, c'est vraiment dû à la structure de ce réseau. De fuite de 30% des pro-climat, d'une baisse de 50% d'activité des publications pro-climat. Et donc, on a une espèce de cercle vicieux qui s'est enclenché où la plupart des utilisateurs lambda, en fait, restent parce que les influenceurs sont restés sur ce réseau. Et pourtant, si on regarde sur une thématique comme le climat, eh bien, l'information y est de moins en moins fiable. Alors, juste une chose qu'on va regarder maintenant, c'est quand on regarde ces deux grands blocs ici, donc on peut essayer de savoir quels arguments ils utilisent pour essayer de défendre leurs idées, mais on peut aussi regarder quelle est la stratégie qui est utilisée pour se maintenir dans le temps. Et donc une des premières questions qu'on va se poser, c'est indépendamment de ce qui est dit, quelle est la caractéristique du camp de droite, c'est-à-dire des climato-dénialistes, comment ils font ou qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à avoir de l'audience et toujours agréger des utilisateurs et voire de plus en plus d'utilisateurs sur ce réseau-là. Alors, quand on regarde sur Twitter, la première chose que l'on peut voir, c'est que les comptes climato-dénialistes sont suractifs et ont une grande longévité. C'est-à-dire que si vous regardez l'amplitude en termes de jours de présence sur Twitter, les climato-dénialistes sont ceux qui sont le plus présents. Ici, vous avez un filtre du même réseau où on prend ceux qui sont présents sur, je sais pas, moi là, je me souviens plus de ce que j'avais fait, mais c'est genre 2 ans. À droite, c'est les climato-dénialistes, à gauche, c'est les pro-climat. Et bien que les pro-climat au global soient plus nombreux, quand vous filtrez sur la longévité, c'est les dénialistes qui deviennent plus nombreux et vous voyez qu'ils sont très cohésifs. Donc vous avez un cœur de climato-dénialistes qui lead la désinformation climato-dénialiste, qui sont tout le temps là et qui se relaient très, très largement les uns avec les autres. Ensuite, on a une structure d'expertise qui est inauthentique, c'est-à-dire que quand vous êtes du côté pro-climat et que vous regardez qui prend la parole et à quel moment, eh bien, quand il y a des feux de forêt, c'est l'expert en feux de forêt qui prend la parole. Quand vous avez des événements de fonte des glaces ou qu'on parle des océans, c'est les experts des océans ou des fonds des glaces qui prennent la parole. Et en fait, chaque personne est spécialisée. Et puis, il y a assez peu de personnes qui parlent de plusieurs sujets en même temps. Quand vous regardez du côté climato-sceptique, eh bien, vous voyez, ça c'est, je détaille pas, mais c'est en gros cette courbe en U, vous voyez qu'il y a un cœur d'experts ici qui en fait va parler de tous les sujets en même temps. Donc vous avez une multi-expertise inauthentique au sens où vous avez des personnes qui vont parler de tous les sujets tout le temps et en même temps. Alors que normalement, quand on est expert, on parle plus de son sujet plutôt qu'à d'un autre. Donc ça, c'est une chose que l'on peut mesurer quantitativement, indépendamment de ce qui est dit.
On voit aussi qu'il y a une certaine incohérence du discours. Donc, le même compte va dire que le réchauffement climatique n'existe pas. Un peu plus tard, ou à quelqu'un d'autre, il va dire qu'en fait, il existe, mais que c'est pas l'homme. Après, il va dire que c'est l'homme, mais que c'est pas grave, etc., etc. Donc, il n'y a pas de souci de cohérence. Il y a juste un souci de convaincre ses interlocuteurs, quel que soit le coût. On peut aussi mesurer qu'ils ont un discours beaucoup plus toxique que les autres. Donc ça, c'est les données pour la France. On a même les données dans l'étude, vous trouverez les données au niveau mondial. Alors, qu'est-ce qu'on entend par toxicité? Quand vous analysez les messages, vous pouvez quantifier avec des outils d'apprentissage machine si ces messages comportent une dose d'obscénité, d'attaque personnelle, d'insultes, etc. Donc ça, il y a un score, un espèce de score agrégé de toxicité qui est à peu près bon. Quand on fait des moyennes globales, ça va. Et donc ça, c'est l'évolution de la toxicité par communauté. Et vous voyez que les climatodénialistes, ici en beige-orange, sont en haut. Et en fait, ce sont ceux qui ont les discours les plus toxiques. Et donc, par exemple, par rapport à la communauté GIEC, qui est la plus grosse communauté en ligne, avant qu'elle se fût Twitter, eh bien, ils sont 3,5 fois plus toxiques, c'est-à-dire qu'il y a 3,5 fois plus de messages toxiques chez les climatodénialistes que la communauté du GIEC. On va voir pourquoi c'est important tout à l'heure. Quand vous êtes plus toxique, eh bien, vous êtes vos publications sont plus virales. On voit aussi qu'il y a une planification de la désinformation. Par exemple, ça, c'est l'activité sur le thème « Le CO2, c'est bon pour les plantes ». Alors vous voyez, c'est complètement inorganique, c'est-à-dire que vous avez des espèces de dents de peigne. Ça veut dire qu'en gros, tous les lundis, il y a un think tank qui a dit, bah là, aujourd'hui, on va marteler le CO2, c'est bon pour les plantes, et on va le faire ça pendant 2 mois. Et donc, vous avez comme ça une activité planifiée. Vous avez aussi ce qu'on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire l'astroturfing, ça consiste à amplifier un discours en créant une foule factice en ligne. Donc vous créez des faux comptes et vous faites croire qu'il y a une foule qui adhère à une cause. Donc notamment par exemple par l'utilisation de robots. Donc on a montré que au niveau mondial, il y avait 71% de plus de comptes dits inauthentiques chez les climatodénialistes que chez les pro-climat. Et en France, c'est plus 180%. Et ici, vous voyez la temporalité au niveau Amérique du Nord et Australie. Donc en noir ici, c'est la proportion de robots côté pro-climat. Et il y a des robots qui sont officiels. Hein. En soi, c'est pas forcément mauvais d'être un robot. Il y a des gens qui disent « je suis un robot, je relais tout ce qui sort du GIEC ». Bon. Et puis, ici, vous avez les robots dans le champ climatodénialiste. Et vous voyez une nette rupture à partir de février 2022, avec une augmentation linéaire du nombre de robots, ce qui montre une planification de la désinformation via l'astroturfing dans le domaine climatique. Alors, il y a eu, comme je vous l'ai dit, une explosion du climatodénialisme sur Twitter. On l'a vu en vidéo, mais là, c'est en statistique. Hein. Vous voyez ici, ça, c'est le nombre en orange, ici, le nombre de comptes actifs jour par jour de climatodénialistes comparé à ceux qui sont pro-sobriété, ceux qui sont plutôt dans la communauté GIEC et ceux qui sont ici technosolutionnistes. Donc, vous voyez qu'avant, vous avez les vagues ici qui correspondent aux étés et aux COP. Mais là, il y a eu un événement exceptionnel en 2022 avec une explosion des 2 communautés pro-sobriété et pro-dénialistes, sauf que les dénialistes, eux, ils sont passés devant tout le monde et après, ils sont restés hauts. Alors que pro-sobriété, quand l'été est passé, qu'on a moins parlé du climat, ils sont descendus. Donc ça, c'est une des composantes qui, très probablement, a contribué à faire changer une partie de l'opinion. Mais alors, juste pour vous donner un exemple de cet astroturfing, donc, et vous voyez que là, c'est vraiment très brutal. Hein. C'est ici, là, juillet 2022, pouf, explosion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2022 ? Donc, on avait je ne sais pas pourquoi ça ne va plus passer. Voilà. On a eu le 19 juillet, c'était le jour le plus chaud en Europe. Là, par exemple, vous avez Greta Thunberg hein, qui rappelle ça avec une carte météo, etc. Et 3 jours après, vous avez cette vidéo-là qui est extrêmement diffusée en ligne. Cette vidéo, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle raconte que un directeur technique de CNN, qui est assez vite devenu directeur de CNN sur les réseaux sociaux, aurait dit que après le Covid, maintenant, le climat sera la nouvelle arme ou méthode pour contrôler les populations au niveau mondial. Donc, il parle de facteurs de peur et donc il explique que voilà, maintenant, l'administration Biden, etc., va utiliser cet argument pour contrôler les populations. Quand on regarde donc cette vidéo-là, comment elle a diffusé, vous voyez, on en parlait, elle existait depuis avril, en fait, elle était en ligne depuis avril, mais le 20 juillet 2022, très exactement,
explosion de sa diffusion en ligne pendant 2 jours, et après arrêt. On a analysé cette explosion-là, donc vous avez plusieurs dizaines de millions de comptes qui se sont activés. Et en fait, si vous regardez les métadonnées de ces comptes-là, et que vous regardez quand est-ce qu'ils ont été créés, parce qu'on peut avoir la date de création des comptes, vous avez ici la distribution de la date de création des comptes, et donc vous voyez un pic ici, en avril, donc 4 mois avant, enfin quelques mois avant, et ce qui veut dire qu'en fait, une grande partie de ces comptes ont été créés exprès pour faire de l'influence en ligne, donc c'est des faux comptes, et on a estimé que en moyenne, là sur les quasiment 50 000 comptes, ou entre 40 à 50 000 comptes qui ont participé à cette campagne de désinformation, la moitié étaient des robots. Donc là, vous avez le paysage numérique tel qu'il était à l'époque. Là, vous avez où étaient les robots, et donc vous voyez qu'ils sont très très bien distribués, plus plein de nouveaux arrivants qui n'étaient pas dans le paysage, mais vous avez tout un ensemble de robots, en fait, de comptes, qui étaient déjà très bien, on va dire, infiltrés dans les différentes communautés. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait des liens avec les autres comptes et ils les influençaient. Ça, c'est la réaction donc à cette action. Donc les quelques heures suivantes, tout s'est allumé, d'autres ont réagi, ont relayé les messages de ces robots. Et là, vous avez l'endroit où ces robots étaient, enfin tous ces comptes étaient, là, c'est comme je vous le disais, là vous avez la communauté des dénialistes, et vous voyez qu'ils étaient vraiment un petit peu partout, assez concentrés côté dénialistes politiques extrême droite américaine, puisqu'en fait c'est notamment la vidéo, c'était une vidéo du projet Veritas, qui est un think tank américain extrême droite qui fait beaucoup de désinformation, donc on savait que cette vidéo était de là. Mais en fait, c'était quand même bien diffusé très largement, bien au-delà, y compris dans les sphères, par exemple, le climato-dénialiste plutôt avec des intérêts économiques ou fossiles. Juste Junk Science, par exemple, ici, c'est un des porte-voix de la Earthlang Institute, qui est un think tank très connu, financé par les énergies fossiles. Alors, pourquoi c'est important et à quoi ça sert de faire cet astrosurfing? Déjà, c'est que vous pouvez convaincre des gens directement. S'ils sont dans vos entourages proches, eh bien, vous pouvez convaincre que voilà, maintenant, en fait, le climat, c'est tout un canular et en fait, c'est juste idéologique ou c'est pour contrôler les populations. Mais surtout, ça permet aussi de manipuler la recommandation algorithmique des grandes plateformes et donc d'arriver dans des tendances. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver dans les tendances pour vous, parce que quand vous arrivez dans les tendances pour vous, votre message il va être vu aussi par des pro-climat qui n'auraient jamais vu votre tweet sinon, parce que vous n'êtes pas en connexion directe. Donc l'astroturfing sert à ça, manipuler notamment les grandes plateformes. Cette campagne, on a pu montrer qu'en fait, elle était préparée depuis longtemps et vous aviez des fuites dès janvier, alors qu'elle est en juillet 2022, de gens qui disent « Attendez, attention, le projet Veritas est en train de regarder CNN et le changement climatique » et ces fuites-là étaient relayées à la fois en France et aux États-Unis, ce qui montre qu'il y a vraiment une perméabilité au niveau international sur ce genre de désinformation. Et donc maintenant on va essayer de remonter le fil de certains climato-dénialistes. Alors juste avertissement, la conférence n'est pas tellement longue donc je ne pourrais pas tout détailler, mais il faut bien comprendre qu'il y a une grande palette d'intérêts convergents vers la négation de l'origine climatique, anthropique du réchauffement climatique. Vous avez des industries qui sont impactées par la transition énergétique, vous avez des mouvements politiques qui cherchent à dénigrer leurs adversaires, vous avez des intérêts géopolitiques, vous avez juste des personnes qui font des gains d'audience et qui veulent vendre des livres, et donc ils essaient d'avertir les gens qu'un danger les menace pour pouvoir vendre ces livres-là. Vous avez de la monétisation de contenu, voilà, il y a plein d'intérêts différents. Là, on va essayer de zoomer sur certains d'entre eux, et notamment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est rajouté en gros au climato-dénialisme ambiant à cet été 2022. Alors ça, c'est un exemple d'influenceur dénialiste de l'été 2022. C'est un de ceux qui a vraiment structuré le climato-dénialisme à l'été 2022. C'est un compte qui s'appelle Elpis, qui maintenant, depuis, a arrêté d'émettre, mais qui publiait 10 à 20 messages par jour, climato-dénialistes, avec d'un côté des messages très ciselés et très fin dans la désinformation scientifique. Il reprenait des articles, il détournait des informations, il faisait du cherry picking, et d'autres des messages vraiment de sens commun, du genre il fait très froid aujourd'hui et on nous dit qu'il y a du réchauffement climatique, etc. C'est aussi un des comptes qui a relayé la vidéo complotiste sur Covid et climat. Il était dormant pendant très longtemps, il s'est activé, bien sûr la photo est fausse, il avait un profil VK qui est le Facebook russe de l'époque, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été exposé à cet écosystème informationnel russe au minimum.
Et si on regarde toutes les interactions au second degré de ce compte-là, pour voir un petit peu ses connexions, vous avez ici, à gauche, toute la twittosphère extrême droite complotiste avec des personnalités comme les mouvements patriotes, les mouvements de Bureau la France, etc. Et à droite, tous les mouvements anti-climato-sceptiques américains, et notamment, par exemple, on retrouve Junk Science ici, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, tous ces grands think tanks et ces influenceurs qui alimentent l'espace américain en désinformation à propos du climat. Mais de manière plus intéressante, si on remonte dans le temps de ce compte-là, Elpis, donc qui a fédéré le climato-scepticisme en France sur Twitter, on s'aperçoit que, alors juste, je ne vous ai pas insisté, mais ici, il se décrivait comme Climate Science Research, indépendant, climate realist, alarmiste, ignores geological climate records. Donc il se définit comme un expert indépendant du climat. Donc comme il est anonyme, on ne peut pas vérifier, mais c'est ce qu'il dit. Et il traite les autres d'alarmistes et il se catégorise comme réaliste. Mais si on regarde dans le temps, parce que nous on a tout l'historique de ce compte-là, eh bien on voit que ici, c'est là où il parle du climat, en orange, et puis en noir, c'est quand il attaque le GIEC. On voit que en fait, c'était assez récent. C'était à partir de l'été 2022 qu'il s'est mis à parler du climat. Avant, il se définissait lui-même comme biostatisticien et il parlait des vaccins. Donc ça, c'est la courbe bleue ici. Et entre-temps, de manière assez discrète, l'échelle, elle est là, c'est une autre échelle, il a commencé à relayer la propagande du Kremlin sur l'invasion en Ukraine. Il faut dénazifier, il y a des biolabs, etc., etc. Donc là, vous avez typique un des profils climato-dénialistes qui, en fait, on voit que le climat, c'est pas vraiment son affaire. Son affaire, c'est la lutte contre la manipulation, le contrôle des populations, le complot mondial, etc., etc. Avec aussi des narratifs qu'on peut retrouver aussi dans pas mal de milieux russes sur la relation entre l'Occident et l'Afrique, la colonisation, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque c'est un profil assez inattendu de climato-sceptiques. Maintenant, justement, si on essaye de voir les climato-sceptiques en France, d'où ils viennent ou à comment ils militent de manière politique, alors on avait un autre observatoire qui s'appelait le Politoscope, qui a suivi pendant plusieurs années également l'espace politique français sur Twitter, que vous voyez ici. L'espace politique français sur Twitter, en ce moment, est tripolaire, avec le pôle ici qui représente le gouvernement Macron et toutes les personnes qui relaient, et ici les deux grands pôles qui représentent les grands partis qui sont à l'extrême du spectre politique, à gauche et les LFI, à droite le RN qui lui-même est entouré de Reconquête et cette espèce de chambre d'écho numérique qui n'est pas vraiment un parti représenté dans les urnes, etc., mais qui s'est formé autour des personnalités de Florian Philippot, Dupont-Aignan et François Asselineau, qui est justement une chambre d'écho qui s'est formée au moment de la pandémie, sur le thème « On va vous aider à résister au vaccin » et qui relaie un certain nombre de choses un peu complotistes. Et en fait, si on regarde comment se projettent les climato-dénialistes dans cet espace-là, ou même d'ailleurs de manière générale le discours sur le climat, vous avez ça. Donc ici à gauche, vous avez l'espace politique. À droite, vous avez l'espace des débats sur le climat. C'est deux collectes de données différentes, indépendantes, avec des mots-clés différents. Donc c'est vraiment des choses indépendantes. La hauteur de la barre ici, c'est le nombre de personnes qu'il y a dedans. Vous êtes sur une période, là, on est en 2022. Et donc vous voyez que les climato-dénialistes ici, en France, eh bien, quand on remonte, quand on les projette sur l'intersection qu'ils ont avec l'espace de notre observatoire politique, on voit que majoritairement, ils sont sur cette chambre d'écho ici, patriote, UPR, conspirationniste, et un petit peu extrême droite, reconquête, alors que les autres, gouvernement, médias, IPCC, etc., se projettent sur les autres groupes politiques, comme par exemple la NUPES, Renaissance, etc., etc. Ça, c'est caractéristique parce que ce groupe-là, encore une fois, ce n'est pas une formation politique qui a pignon sur rue, ils n'ont pas de députés, etc., mais c'est quelque chose qui s'est formé pendant la pandémie. Et en fait, la pandémie a été un catalyseur pour le développement en ligne et probablement aussi hors ligne de communautés numériques un petit peu alimentées à une désinformation de type division sociale, les élites contre le peuple, etc. Et on le voit très bien. Et on le voit très bien sur la carte qui va suivre, mais avant ça, je précise aussi qu'on a pu aussi montrer que les dénialistes ici
pour 60% des 10 000 comptes qui étaient les plus actifs en 2022, avaient aussi relayé la propagande du Kremlin, donc comme LPS que je vous ai montré tout à l'heure, au moment de l'invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a une perméabilité de ce milieu à la propagande et la désinformation du Kremlin. Et en fait, si on regarde, donc on revient, on essaie de comprendre ce qui s'est passé pendant la pandémie et le rôle notamment de cette chose-là, cette communauté ici. Ça, c'est l'évolution en 5 ans de l'espace politique français. Je ne vais pas m'attarder, vous trouverez tout ça dans Toxic Data, mais pour le dire rapidement, en 2016, on avait un espace un peu linéaire entre la gauche de la gauche et la droite de la droite, en passant par le centre, avec des contiguïtés politiques. Donc ici, encore une fois, chaque point est un compte Twitter, les liens, c'est l'information qui circule. Et cet espace s'est reconfiguré en 2022 avec l'émergence ici d'une communauté qui fait le pont entre LFI et RN Reconquête. Et c'est cette communauté ici qui fait le pont, donc qui ont attiré la majeure partie des dénialistes. Et si on regarde comment elle s'est structurée, en fait, elle s'est structurée au moment de la pandémie. Elle est vraiment apparue au moment de la pandémie. Je ne vais pas détailler, mais je vous demande de me croire, ou alors d'aller voir le bouquin ou les différents articles qu'on a faits. Et ici, par exemple, vous avez le paysage des échanges, de débats autour de la question du vaccin pendant la pandémie, sur toute l'année 2022. Et ce que vous voyez ici, c'est que les débats sur le vaccin se structuraient autour de gros dipôles ici. Donc vous avez tous les médias et les influenceurs anglo-saxons, notamment les grands médias, l'OMS, etc., d'un côté, donc avec l'information fiable sur les vaccins. De l'autre côté, vous aviez les anti-vax américains, anti-vax au sens vraiment prosélytes, complotistes, etc., parce qu'on peut aussi ne pas vouloir se faire vacciner pour d'autres raisons, ça ne se parle pas de ces personnes-là. Et en fait, ce groupe-là, anti-vax, a été une source d'inspiration pour d'autres groupes en Italie, en Pologne, au Brésil et en France. Et vous voyez qu'ici, donc là, vous avez le dipôle en France, anti-vax, pro-vax, ou anti-vax et gouvernement. Et vous voyez que ce groupe-là, anti-vax, qui est en fait exactement la chambre d'écho numérique qui s'est mise entre LFI et Reconquête, eh bien, prenez ces informations, c'est les fils bleus, là, ici, du côté de l'espace américain, puisque la couleur ici d'un fil donne la couleur de qui s'informe sur quoi. Et donc, vous voyez qu'en fait, la pandémie a été une occasion de mondialiser un petit peu l'information et la désinformation, avec donc des groupes en France qui ont commencé à relayer et aspirer activement ce qui se passait aux États-Unis. Et donc, si on regarde maintenant, on essaie de comprendre comment les dénialistes français se sont projetés par rapport à ces communautés-là qui s'exprimaient à l'époque sur la question vaccinale, puisque c'était quand même un gros choc, la pandémie, pendant un an et demi, tout le monde en parlait que de ça. Eh bien, on peut essayer de voir si cet exemple que l'on a vu, qui était un cas isolé de LPS qui passait de anti-vax à climato-dénialiste, est généralisable. Eh bien, la réponse c'est oui. Ici, vous avez 100 000 comptes à peu près, qui sont communs à notre observatoire climat et notre observatoire pandémie, qui est donc un 3e observatoire indépendant de politique et climat. Et ici, vous avez le grand bloc climato-dénialiste, à peu près 45 000 comptes. Ici, le grand bloc pro-climat, 52 000 comptes. Et si vous regardez comment ils se projettent sur l'espace pro-vax, anti-vax, vous voyez que la plupart des dénialistes ici se projettent sur les anti-vax, à part ici ce petit croisement vert là qui est un croisement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces anti-vax, quand vous les projetez sur les différents pays, vous voyez qu'en fait, ce prolongement donc, du dipôle anti-vax-vax sur anti-climat et pro-climat, c'est fait sur tous les pays en même temps. Ici, vous avez le Canada, les médias, le milieu académique, le Japon, etc. Et puis là, encore, vous retrouvez l'Italie, les Pays-Bas, la France, etc. Donc, sur tous les pays en même temps, il y a une espèce de basculement de la question de la désinformation vaccin vers la désinformation climat. Autour de ça, il y a des campagnes de décohésion sociale. Donc on retrouve des choses de type comme ça, donc plein de campagnes de mèmes, c'est la grosse mode, vous balancez des mèmes, notamment avec de l'astroturfing, pour essayer de faire passer des idées, comme par exemple le fait que l'Europe va vous forcer à manger des insectes parce qu'elle veut lutter contre le changement climatique. Alors ça peut faire sourire, mais il y a des gens que ça angoisse, qui pensent ça pour de vrai, donc on va nous forcer à manger des insectes. Ici, c'est quelque chose qui lie la question de la guerre en Ukraine avec la question de la fin de l'abondance annoncée par Macron, qui disait il va falloir se serrer la ceinture parce que le réchauffement climatique, attention. Donc là, il dit mais t'inquiète pas, la fin de l'abondance, c'est pas pour vous, c'est juste pour les Français. Et là, vous avez quelque chose qui se moque de la sobriété énergétique. Donc là, vous avez
qui alerte les consommateurs en disant attention, on veut s'attaquer à votre niveau de confort. Donc des mèmes comme ça, vous en avez des centaines, j'en ai pris juste 3 un peu représentatifs, mais vous voyez comment on essaye de lier en ligne la question de l'action climatique avec des questions qui vont être politiques, des questions qui vont être liées à l'Europe, à la guerre en Ukraine, etc. Et donc ça se passe dans un contexte assez complexe, puisqu'il y a à la fois des intérêts industriels et classiques. Donc là, je n'identifie pas les auteurs, hein, mais dans ce paysage global, il y a à la fois des intérêts industriels, il y a des intérêts politiques et il y a des intérêts géopolitiques. Et à propos de géopolitique, rappelons quand même qu'on est dans un contexte de guerre hybride. Donc la Russie est experte dans l'intervention sur les terrains numériques. Hein, eux, ça fait depuis 2013 qu'ils ont une agence de désinformation en ligne avec des centaines de personnes qui sont capables de se déployer. C'est l'agence de recherche Internet pour créer de la désinformation, etc. En France, il y a seulement depuis 2021 qu'on a un observatoire des ingérences numériques. Et par exemple, en ce moment, Paul Bouchot, qui fait son doctorat à Institut Système Complexe, a pu mesurer sur la publicité, la banque de publicité Facebook, que entre août et mars 2024, eh bien, vous aviez eu 38 millions de Français qui avaient été exposés à de la désinformation en provenance de Russie à travers des pages Facebook et des publicités ciblées. Et à chaque fois, en fait, on va cibler des thèmes de société, donc le réchauffement climatique va en faire partie, pour dire, bah voilà, le gouvernement fait mal son travail, ou on vous force ça, etc. Et tout ça, c'est dans des buts de créer la décohésion sociale. Et donc, il faut bien voir qu'il y a une espèce la question du réchauffement climatique et de la désinformation climatique se place dans un espèce de méta-narratif plus global qui cherche à opposer les élites des pays démocratiques, élites au sens large, hein, à la fois les dirigeants, mais aussi les médias, mais aussi les scientifiques, au peuple dont on serait censé priver la liberté, qu'on voudrait confiner, etc., etc. Et donc vous avez une espèce d'instrumentalisation depuis plusieurs mois qu'on observe du concept de liberté en disant voilà, on n'est plus en liberté dans ces démocraties autoritaires, on va vers la dictature. Et donc ça c'est vraiment une stratégie classique de guerre hybride, c'est-à-dire semer des divisions porteuses de conflits internes violents pour affaiblir l'adversaire. Il faut savoir que des États comme la Chine ou la Russie n'ont pas de concept guerre et paix et sont toujours en guerre, mais il y a des guerres chaudes et des guerres plus froides. C'est une vision un petit peu différente des relations géopolitiques. Et donc, concernant le réchauffement climatique, hein, il faut bien comprendre que les réseaux sociaux sont des terrains de guerre hybride et que même si c'est très difficile de faire la preuve parce que nous, en tant que chercheurs, on ne peut pas aller retourner les adresses IP, etc. Donc, un compte, on ne peut pas certifier avec certitude que c'est un compte russe, ou etc. Mais en tout cas, ce que l'on peut faire, conjecturer, c'est que cette question-là du réchauffement climatique, qui est une question sensible et sociale, on a vu qu'il y a eu plusieurs manifestations d'un côté comme de l'autre, parfois avec des violences, va être investie ou est déjà investie par ce genre d'acteurs. Parce que si vous arrivez à créer une situation où 30% de la population française est convaincue de l'urgence climatique, voire qu'il faut même avoir des violences sur des infrastructures pour mener à l'action, et que les autres 30% pensent que un autre 30% pense qu'en fait tout ça c'est idéologique et que c'est juste pour passer en force certaines mesures, vous allez avoir des actions violentes comme ça c'est déjà produit. En quelques minutes, donc pour finir, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'en ligne, donc là je parle de Twitter, c'est une étude qu'on a fait sur Twitter, mais en fait elle peut se généraliser à quasiment toutes les plateformes. Il faut bien comprendre que les plateformes numériques telles que Twitter, Facebook, etc. donnent par conception un avantage au contenu toxique. Par conception, c'est-à-dire que c'est des plateformes qui maximisent l'engagement, c'est-à-dire le nombre de clics, etc., etc. Et en fait, par un mécanisme un peu subtil, quand vous essayez de maximiser l'engagement, on peut montrer que nécessairement, vous donnez une prime à la toxicité des contenus, c'est-à-dire que les contenus toxiques vont être plus viraux sur votre réseau et vont être plus montrés aux utilisateurs. Donc, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une plateforme comme Facebook, vous avez en moyenne 300 amis, vous ne pouvez pas voir tout ce que vos amis vous montrent, et donc vous voyez en fait ce que Facebook vous recommande dans votre feed d'actualité, ce qui n'est qu'une toute petite partie, une fraction vraiment très petite en termes de pourcentage de ce que produit votre environnement social. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un biais de négativité algorithmique, c'est-à-dire que ce qui vous est montré par la plateforme est en fait biaisé vers les contenus toxiques. On a pu le montrer sur Twitter, c'est la même chose, hein, il y a une maximisation d'engagement. Sur Twitter, quel que soit l'ensemble des comptes auxquels vous vous êtes abonné, ce qui arrive effectivement dans votre timeline est enrichi de 49% en contenu toxique en moyenne. C'est-à-dire que si vous abonnez à des gens toxiques, vous verrez des choses
49% plus toxiques que ce qu'ils produisent. Si vous abonnez des gens qui ne sont pas toxiques, vous verrez des choses 49% de plus avec que ce toxicité basse. Et ça fait... Donc ça crée une viralité plus grande pour les contenus climato-sceptiques, souvent sont sous le thème de l'insulte, de la dénonciation, etc., etc. On peut montrer aussi que ce genre d'infrastructure concentre le pouvoir social entre les mains des comptes les plus toxiques. Et on a pu voir effectivement que, par exemple, pour la question du débat climatique, vous avez des comptes qui, d'un coup, sont montés à plusieurs dizaines de milliers de suiveurs ou de followers, alors qu'ils venaient de rien en quelques mois, juste parce qu'ils faisaient que de la polémique. Et donc, pour conclure, il faut bien comprendre que donc il y a un regain du climatodénialisme à la fois en ligne et hors ligne, avec un regain en ligne qui est énorme. Déjà hors ligne c'est beaucoup, mais en ligne c'est encore démultiplié. Que ce climatodénialisme a bénéficié d'un terrain favorable installé par la crise Covid, c'est-à-dire que vous avez des grosses communautés numériques qui se sont reconverties sur d'autres formes de complotisme, dénonciation, etc., etc. Vous verrez dans l'article, ce graphe-là est assez, dans l'étude, ce graphe-là est assez intéressant. Il vous montre qu'en fait, vous avez sur la majorité des conflits, en fait, ce sont les mêmes groupes qui se reconvertissent, qu'on parle de la Guadeloupe, de la propagande pro-russe, de convoi des libertés, etc. Vous avez bon. On voit aussi que une partie significative de ce climatodénialisme opportuniste est vraiment directement à caractère trompeur. Hein. Vous pouvez avoir des climatodénialistes qui sont de bonne foi. Par exemple, ils ont entendu que finalement, il y a eu plus de glace qu'avant, donc ils y croient, ils le relaient. Mais la plupart, enfin beaucoup en tout cas, et parmi les influenceurs notamment, beaucoup en fait, ils n'ont pas cette conviction-là. Ils ont un autre agenda derrière. Donc on a montré, je l'ai mentionné rapidement parce que c'est un peu long à détailler, mais que par conception, les infrastructures numériques telles que les réseaux sociaux, tous ceux qui sont là, favorisent en fait les contenus toxiques, dénigrants, etc. Et donc vont créer des sous-communautés complètement endoctrinées à leurs propres bêtises. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand vous changez de réseau, si par exemple là on est en train de regarder sur Mastodon, qui est un autre réseau qui est moins concentré, plus décentralisé, qui est un peu l'équivalent de Twitter, mais donc avec une philosophie un peu différente parce que c'est décentralisé, vous n'avez pas d'algorithme de recommandation basé sur l'engagement, etc. Eh bien quand vous changez de réseau, tout simplement, vous avez plus ce genre de travers. Hein, ça c'est le paysage sur Mastodon des gens qui parlent sur le climat. Vous n'avez qu'un seul groupe et c'est les pro-climat. Donc il faut bien comprendre qu'en fait on a la démocratie qui correspond au réseau qu'on a choisi et que donc si à un moment donné on est tous sur des réseaux défaillants, la démocratie à un moment donné est défaillante. Voici les thèmes qui sont abordés sur Mastodon. Par exemple, on va parler de sciences du climat, d'énergie, gouvernance, mais il ne va pas y avoir de choses qui partent de travers. Voilà, j'en profite pour remercier donc toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur ce genre de choses. Donc il y a Maziar Pani qui a monté toute l'infrastructure de collecte de données et de calcul, Victor Chomel et Paul Bouchot qui ont fait leur thèse avec moi, et Alexandra et Architouf et Ioannis Chalkiadakis qui est en postdoc actuellement avec moi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces analyses ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces analyses ? Alors, déjà, on peut commencer par objectiver à la fois les sources et l'intensité du climatodénialisme. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont par exemple sur les réseaux, qui vont poster quelque chose, et puis ils vont avoir une déferlante de climato-scepticisme, et certains croient que ce sont des vraies personnes ou que finalement la majorité de la France est climato-sceptique. Pas du tout. Il faut bien comprendre qu'il y a quand même des campagnes, des groupes structurés qui en fait vont attaquer ceux qui prennent la parole concernant le climat pour en fait ce qu'on appelle les réduire au silence, tout simplement, pour qu'ils partent. Ce qui s'est passé notamment sur Twitter. L'autre chose aussi, c'est bien comprendre. J'en ai parlé un petit peu à la fin, mais c'est que les médias numériques et donc les espaces numériques dans lesquels on fait débat ne sont pas neutres. C'est des espaces qui sont actifs et qui organisent la circulation d'informations. Et donc, si vous êtes sur des espaces numériques qui sont contraires, en fait, au principe de débat, parce qu'ils vont surfiltrer certaines informations et réduire certaines autres informations, eh bien, vous ne pourrez pas avoir un débat correct et vous allez mettre au cœur du réseau des gens qui ne devraient pas y être, parce qu'à la fois, ils ne sont pas représentatifs et en plus, ils créent de la division inutilement. Donc, déjà, prendre conscience de ça, ça permet aussi de mieux choisir son réseau.
de privilégier aussi, bien sûr, les débats hors ligne. Enfin, je veux dire, les rencontres en présentiel sont hyper importantes comme celle-ci, mais aussi, tout simplement, d'interagir et de faire de la communication sur des réseaux différents que les grands, dont on sait qu'ils créent ce genre de division. Ensuite, bon, ça pose plein de questions sur la régulation des plateformes, etc. Parce que là, on a vraiment parlé beaucoup du numérique. Et ça, c'est très lié à comment on régule ces plateformes qui, en fait, sont des grands organismes complètement opaques et qui gèrent l'information un petit peu comme elles le veulent. Oui, merci du coup pour cette présentation très intéressante. Donc là, vous avez montré la vidéo où ça évolue. Est-ce que vous faites un peu de prospective sur les futures évolutions et notamment, vous avez parlé des faux comptes. Est-ce qu'on voit une évolution avec l'IA générative ? Oui, alors, il y a de l'évolution avec les IA génératives. On n'a pas pu quantifier ça puisque notamment, ils ont fermé, par exemple, là on était sur Twitter, ils ont fermé les choses. Sur des comptes comme Facebook, etc., on a encore moins accès. Mais on voit par exemple toute l'étude sur les fausses publicités, souvent elles vont utiliser l'IA générative, c'est encore plus facile de produire des faux contenus. Et ce que l'on peut dire, c'est que de manière générale, en fait, vous abaissez la barrière à la Strotterfing, puisque vous allez créer des IA génératives beaucoup plus facilement, qui vont être encore plus réaliste. C'est vraiment le grand but de la Strotterfing, c'est créer des comptes réalistes à travers plusieurs plateformes en faisant croire que tel compte, il est aussi sur Instagram, sur TikTok, etc. et qu'il va poster des choses. Donc maintenant, c'est très facile de faire ça avec l'IA générative et donc, ça va être découplé. Et c'est encore plus dangereux dans le sens où non seulement vous faites des choses très réalistes, mais en plus ces IA, telles que par exemple les GPT, etc., elles sont capables d'analyser votre compte. Donc en fait, elles sont capables d'hyper personnaliser les échanges qu'elles vont avoir avec vous. Donc ça, c'est des technologies qui, c'est certain qu'elles sont utilisées. Voilà, enfin, ça ne peut que s'accélérer. Donc il faut vraiment se protéger et avoir conscience de ce genre de choses. Bonjour. Pardon. Ces derniers jours, je voyais passer un peu des informations sur LinkedIn et je me demandais si vous conseillez de répondre pour essayer de corriger les propos ou plutôt de laisser passer pour ne pas laisser de visibilité au climato-denialisme. Alors, non, en fait, effectivement, l'un des objectifs des climato-dénialistes, c'est de sortir de leur champ d'écho. Et donc, dès que vous interagissez avec eux, ça risque de leur donner de la visibilité, surtout si vous êtes sur un réseau qui maximise l'engagement. C'est-à-dire que tous les réseaux qui essaient de donner la prime aux contenus qui font de l'engagement, dès que vous vous engagez avec un contenu, vous le faites remonter. Donc, par contre, souvent les climato-dénialistes attaquent des comptes en disant « mais t'as rien compris, c'est quoi tes scientifiques, etc. » De venir répondre, pas directement à ce message-là, mais sous le même message en disant non, on est d'accord avec vous, ce qui dit c'est n'importe quoi, etc. Ça peut au moins aider un peu à réconforter ceux qui sont attaqués, parce que c'est très 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 violent. Il faut savoir que beaucoup de scientifiques même ont reçu des menaces de mort par mail, etc. suite à ces campagnes-là. Donc c'est pas anodin. Et sachant que dans d'autres cas, comme par exemple dans la pandémie, vous avez des scientifiques qui sont sous protection policière. Donc c'est pas très rassurant. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais deux questions. La première, c'est si vous avez des informations sur le genre de public qui est visé, parce que Twitter, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui touche toutes les générations. Et je me demandais si effectivement les plus jeunes générations étaient aussi ciblées, ou si vous avez de l'information là-dessus, ou s'il y aurait toute une autre étude à faire sur d'autres plateformes comme TikTok ou Instagram. Et la deuxième, c'est si au travers de votre analyse, vous avez vu des acteurs médiatiques qui étaient qui relayaient de la désinformation plus que d'autres par leur compte Twitter attaché à leur boîte. Et si vous pouvez dire un mot là-dessus. Merci. Alors, oui, donc Twitter, c'est un public très particulier, mais ce que l'on montre ici, a priori, on va retrouver la même chose sur tous les autres espaces numériques. Maintenant, avec des adaptations à TikTok, etc., etc. Maintenant, sur la question des médias, vous les voyez ici, il y a par exemple, vous voyez CNews, qui est très proche du camp climato-sceptique et qui a relayé de manière de très nombreuses fois des propos climato-sceptiques.
Ensuite, pour aller plus en détail dans les médias précisément, je peux pas vous le donner maintenant, parce que j'ai pas l'étude rigoureuse, je pourrais juste vous dire des observations que moi j'ai fait, mais je préfère pas le dire. Mais vous avez des observatoires, par exemple un qui s'appelle Climat Média, qui essaie de mesurer les prises de parole dans les différents médias et de voir s'il y a plus de climato-scepticisme ou moins dans tel ou tel média. Donc eux, ils sont en train de faire l'étude et ils auront ce résultat bientôt, voire déjà. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, merci pour votre travail. J'aurais une question au niveau de la source des informations. Oui. Vous avez mentionné plusieurs fois des informations venant du Kremlin, et vous avez aussi montré un schéma qui montrait qu'il y avait une forte source au niveau des anti-vax de la part des États-Unis. Oui. Et vous avez aussi mentionné le fait qu'une grande partie des comptes anti-vax étaient devenus climate denialistes. Oui. Et du coup, je voulais savoir un petit peu si vous pouvez dire un mot sur les sources de désinformation. Alors, si vous voulez, en termes de paysage désinformationnel, il faut savoir qu'il y a énormément de faux sites, de faux comptes déjà sur les réseaux, mais en plus de faux sites, des choses dites de réinformation, etc., en français, en anglais, dans toutes les langues, notamment si on s'intéresse à la Russie, mais il n'y a pas que la Russie, la Chine, l'Iran, etc., aussi font ce même jeu, mais la Russie est un petit peu à une position phare là-dedans. Ils ont créé des dizaines, voire des centaines de sites, notamment thématiques sur le climat, etc. En fait, par exemple, aux États-Unis, on a pu voir ça c'est des enquêtes du Sénat américain, par exemple, que pendant l'été 2016, la Russie avait donc fait l'ingérence sur l'élection présidentielle américaine. Mais une des manières dont ils font l'ingérence, ce qui est important de comprendre, c'est que ils vont pas chercher, par exemple, à pousser uniquement le climato-scepticisme ou uniquement l'extrême droite. Ils vont créer des pages Facebook, par exemple, à destination des Noirs, à destination des LGBT, à destination des Latinos, etc. Et pour chacun de ces groupes-là, ils vont pousser de la désinformation adéquate qui va les pousser à la fois à s'opposer aux personnalités qui sont défavorables à la Russie, mais aussi à tout simplement créer une ambiance conflictuelle générale en renforçant leur propre identité et en leur faisant croire qu'ils sont victimisés. Donc ça, c'est la source d'un terrain violent. Et donc, vous avez certainement la même chose côté climat, même si, encore une fois, c'est dur avec nos moyens de l'assurer. Mais ce que l'on a vu donc, au niveau climat, c'est cette circulation globale. Le fait qu'ils prennent source auprès des désinformateurs américains. Il faut savoir que les désinformateurs américains eux-mêmes sont souvent influencés par d'autres groupes, notamment la Russie. Donc vous avez un espèce d'espace global. Et puis les narratifs du Kremlin, notamment par exemple les narratifs sur les insectes, etc., ça c'est typiquement des narratifs que vous voyez naître dans des médias spécialisés russes et qui après sont repris par des think tanks américains ou français et qui après sont mis en scène par des mêmes par des gens dont on ne sait pas trop d'où ils viennent, etc. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un espace globalisé et que dans cet espace globalisé, on a eu une augmentation, on va dire, de la cohésion de tous les groupes un peu hostiles aux démocraties, complotistes, etc., notamment via la pandémie, mais pas que, parce qu'il y a aussi plein d'autres problèmes autour, mais que toute crise, en fait, est prétexte à renforcer la cohésion de ce genre de groupe. Moi, du coup, j'avais une autre question sur l'influence de la société américaine, plutôt, et notamment de sa polarisation sur le relais et la création de comptes climato-sceptiques. Est-ce que d'abord, vous pensez que c'est cette polarisation qui a entraîné la naissance et l'influence grandissante de ces informations climato-sceptiques? Est-ce que vous pensez, dans le cas hypothétique d'une dépolarisation de la société américaine, notamment avec peut-être une baisse d'influence de MAGA et des pro-Trump, est-ce qu'on pourrait peut-être voir une baisse aussi de l'influence de ces comptes et de ces informations climato-sceptiques? Alors on peut espérer, mais pour l'instant c'est un peu mal engagé. C'est-à-dire que les pro-Trump là ils sont plutôt en position de gagner la prochaine élection américaine. Enfin, en tout cas il y a des fortes chances. Et l'effet de polarisation en France, on l'a vu monter. Nous
notamment à travers le Politoscope, depuis 2017. C'est vraiment assez documenté là dans ce livre Toxic Data, mais grosso modo, en fait, vous avez à la fois l'extrême droite française et ces milieux complotistes, et parfois aussi des mouvements à gauche ou au centre, hein, mais qui vont aller choisir des thèmes extrêmement polarisants, comme le port du voile, le grand remplacement, etc., et vont essayer de dire il faut se positionner, vous êtes soit pour ou contre les étrangers, etc. Et donc ça, c'est ce que l'on voit, c'est que des thèmes qui n'étaient pas des thèmes... alors, le grand remplacement, c'est un thème typiquement français. C'est né en France, mais ça a été après amplifié ailleurs, et puis c'est revenu. Mais des thèmes qui n'étaient pas forcément français, comme par exemple le wokisme, sont importés des États-Unis pour créer ce type de polarisation. Comment ça va évoluer, c'est un petit peu dur à dire, mais enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, on va plutôt vers une surpolarisation de la société française qui a normalement des débats multipolaires. Hein. Quand vous regardez... en 2016 et même encore maintenant sur des sujets un peu quelconques, en général, vous avez des positions des 5 aussi grands partis politiques qui sont un petit peu différentes et il y a un débat multipolaire. Mais de plus en plus, on a des débats complètement bipolaires. Et surtout, ce qui est plus inquiétant, à mon sens, c'est que les bipôles ont tendance à s'aligner. C'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si vous êtes anti-vax, alors vous êtes forcément aussi idéaliste, etc., etc. Et donc, quand vous alignez tous les dipôles, ça veut dire que vous ne pouvez plus discuter avec le camp de face parce que vous n'avez aucun point d'attache. On peut être pas d'accord sur les vaccins, mais être d'accord sur le climat, et donc on continue à discuter, à s'influencer, etc. Et on peut faire débat. Mais si on n'a plus aucun point d'attache, le résultat, c'est juste qu'on coupe les ponts. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, 1 an après la crise du Capitole, vous aviez encore plus de la moitié des républicains et plus de 40% des démocrates qui pensaient qu'il fallait faire 2 États-Unis. En gros, il fallait faire sécession et dire ça suffit, on ne peut plus vivre avec ces gens-là. Il faut avoir des États bleus d'un côté qui ont leur État fédéral et puis des États rouges d'un autre côté. Donc quand vous arrivez à ce niveau de dégradation de la démocratie, du débat démocratique, c'est très inquiétant. Merci pour votre présentation. Juste une petite question. Est-ce que vous avez repéré une tentative des pro-climat de vouloir essayer de contrecarrer un petit peu? Pourquoi est-ce que les pro-climat ils créeraient pas des faux comptes aussi pour essayer de contrecarrer? Est-ce qu'il y a eu une tentative un petit peu à un moment donné ou pas du tout? Parce que dans votre politoscope, les verts n'existent pas, en fait. Je les ai pas vus. Les verts Non, dans votre schéma, les écolos, pardon. Si, mais c'est juste que les écolos, en fait, c'est juste pour des questions de... Je vous remonte rapidement, Quand vous comparez les... Mais les écolos, ils sont bien là. C'est juste qu'en termes de couleurs, les écolos, ils sont ici, là. Ils sont ici. C'est juste qu'en termes de couleurs, j'ai pris un dégradé... de rouge vers le bleu parce que au niveau international c'est plus simple pour les gens pour comprendre que voilà. Mais sinon les écolos ils sont par ici, le PS est par là, le LFI est par là, LR est là, etc. Alors on a mesuré différentes campagnes d'influence, etc. En fait, on a pu en détecter quelques-unes, mais assez peu côté soit écolo, soit LFI, etc. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, peut-être qu'on a mal détecté. Mais en tout cas, par exemple, on a, avec Victor Chomel, analysé toutes les campagnes qui visent à reposter le même message à plusieurs endroits en même temps pour essayer de truander les algorithmes. Donc EELV, vous avez, 2-3 campagnes pendant la présidentielle. Reconquête, vous en avez 1300. Donc en fait, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Il y avait vraiment une spécialisation de ce genre de mouvement sur le fait d'arriver à paraître plus gros qu'on est vraiment et truander les algorithmes de recommandation.